On fait comme ça. Crawling in progress. Yeah. Donc, je redis bonjour à tous et toutes. Réunion de rentrée pour les commissions thématiques. Aujourd'hui, donc, avec l'ACT Neuro. Merci Joachim de la représenter. Et Charazade pour l'ACT Contrôle Qualité. On commence Bonjour. avec Joachim. Ok, c'est parti. C'est bon, vous voyez tous? Ouais, nickel. Parfaitement. Vous entendez bien? Bon. Donc, merci à tous d'être présents pour que je vous présente ce compte-rendu de notre commission thématique neurologie. Bon, je vous rappelle la composition, hein. Donc, il y a Sylvain Oviti de Paris, Benjamin Guillet de Marseille, Sophie Lancelot de Lyon, Charazade d'Aix-en-Provence et Nicolas Véran de Nancy, et moi-même donc. Alors, bon, là, je vais vous présenter essentiellement trois pistes de travail de la CT et je décline par ordre hiérarchique. Donc, la première thématique là, qui apparaît, c'est vraiment le focus du groupe de travail. C'est une thématique qui concerne les tumeurs cérébrales en pédiatrie. Donc, quel radiotraceur et on va voir que ça va même au-delà de cette question. Bon, alors on a commencé en fait à travailler sur cette thématique sous la forme d'un sondage qui a été envoyé via la SOFRA. L'idée, c'était de faire un état des lieux des services de médecine nucléaire qui proposaient l'examen, diagnostic et suivi dans les gliomes pédiatriques. Alors, on a eu 30 réponses. Et là, ce que je vous présente, c'est le nombre sur ces 30 réponses, en fait, c'est le nombre de services qui ont répondu comme faisant un examen enfin, proposant des examens plutôt à visée neurologique, mais pas que forcément dans les gliomes pédiatriques. Et sur ces réponses-là, en fait, il n'y en avait que 23%, c'est la carte que vous voyez à droite, 23% qui proposaient l'examen diagnostic et ou suivi dans les gliomes pédiatriques. Donc c'est vrai que c'est assez faible, hein. Alors bon, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que c'est aussi faible. Alors une réponse possible, hein, il peut y en avoir d'autres, mais enfin, on peut penser qu'il y ait une mésinformation, donc un manque d'information à disposition des cliniciens. Donc, donc dans ce but, nous avons décidé justement de travailler pour diffuser une information. Et donc, il y a un premier travail qu'on a déjà un peu commencé, mais on va vraiment s'y mettre dès la prochaine réunion du groupe. C'est donc de proposer des fiches techniques sur les médicaments radiopharmaceutiques qui peuvent être utilisés en TEP dans les gliomes pédiatriques. Donc là, je vous ai mis les principales informations que l'on ferait apparaître sur ces fiches techniques. Donc il y aurait le mode d'action, l'indication du MRP, sa posologie, un descriptif du protocole d'imagerie, le nom du ou des fournisseurs, un ordre de prix. Donc le travail a déjà été initié pour la 18-fluoréthyltyrosine, puisque c'est quand même le radiotraceur qui est un peu nouveau et qui devrait certainement faire changer justement les choses dans ces examens pour les gliomes pédiatriques. Donc voilà, on a un peu commencé à travailler sur la 18-FET, mais on n'a pas encore diffusé la fiche technique. Et voilà, et donc on veut aussi bien sûr faire des fiches techniques pour les autres MRP qui sont utilisables en TEP dans les gliomes pédiatriques. Et donc là, je profite de cette réunion pour adresser une question à tous les membres de la SOFRA, savoir si dans les autres CT, est-ce que l'idée de faire des fiches techniques, de proposer des fiches techniques, je ne sais pas, par exemple, pour la thérapie, est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans les autres CT? Et voilà, je pose la question pour savoir si il serait possible de travailler tous sur un même format de fiches techniques, c'est-à-dire voilà, qu'on ait tous un même plan, même présentation. Alors, je peux répondre, Oui, Bérangère. Oui. Moi, je pense au travers des fiches techniques, déjà, donc oui, il y a une autre CT qui était la CT Oncodia qui avait commencé à travailler sur
sur des fiches de radiotraceurs innovants ou de médicaments radiopharmaceutiques expérimentaux. Euh, il y a un autre chantier bon, qui était à l'état d'idée, mais il va vraiment falloir passer à la vitesse supérieure là, cet automne. C'était le projet d'un TERIAC radiopharmaceutique. Et finalement, quand tu parles de fiches techniques, je me demandais si ça pouvait pas s'apparenter à des monographies de ce TERIAC radiopharmaceutique. Et est-ce que finalement, il faudrait pas tout simplement qu'on se calque d'emblée pour ces fiches techniques et pour toutes les autres dans d'autres CT sur le plan des monographies qui seront celles de ce MRP Teriac. Alors en fait, c'est vrai que nous, les fiches techniques, on les voyait plus, pas vraiment comme des monographies, des choses un peu plus simplifiées à destination Ouais, des cliniciens en fait. Tu vois, c'est surtout pour. d'accord. Donc c'est Ah, pas une monographie trop complète parce que j'ai peur que ce soit rébarbatif hmm, pour les cliniciens, que hmm, ça soit pas. D'autant plus que, je vais y venir après, hein, mais on a aussi l'idée d'inclure dans ces fiches techniques l'évaluation enfin, de l'absorption du MRP. mhm, Ça peut aussi être des informations importantes. Alors là, ce serait vraiment pour les services de radiopharmacie qui voudraient utiliser pour enfin, une première fois le MRP. Voilà, donc, mais effectivement, Oncotheriax, je le fais aussi apparaître en thématique numéro 3. Bien sûr que c'est quelque chose. Disons que la fiche technique, ce sera un peu un résumé d'Oncotheriac, hein, si on hmm, hmm, simplifie. hmm, Je pense qu'on peut partir des fiches de Teriac Radiopharmacie pour faire ce genre de fiches et peut-être même, parce que je pensais aussi pour les différents MRP pour le PSMA ou des choses comme ça, on pourrait faire des comparaisons des différents radiopharmaceutiques et des différentes indications pour les uns et les autres. Je sais pas. Des fiches techniques, pas forcément par radiotraceur, mais par thématique. hmm, Bah, effectivement, nous, là, ce serait une fiche technique thématique gliome pédiatrique, quoi, un TEP. Donc, hmm. effectivement, après, on décline avec tous les MRP et on pourrait comparer, effectivement, ce serait l'avantage, quoi, c'est de pouvoir comparer les différents MRP proposés. Et, Donc, en tout cas, pour revenir à ta question de base, effectivement, sur ce tableau ou sur ces différentes fiches techniques, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de trame à ce jour imposée, actée. Donc c'est un format libre. Format libre. Après, une fois que vous êtes assez avancé dans votre rédaction, bah, vous rappelez que le comité scientifique bah, est là aussi hein, pour lire et donner son avis. mhm, Voilà. d'accord. Je poursuis. Donc, toujours dans cette thématique tumeur cérébrale, nous comptons poursuivre le travail euh, sous forme d'un article. Donc, on rédigera un article, toujours pareil. Le but, ce serait de mettre à disposition des cliniciens, donc les oncopédiatres, etc., des informations, notamment donc une cartographie donc, des différents services en France qui proposent l'examen, et puis des informations, bien sûr, en termes de traceurs, de MRP. Donc un état des lieux en France de la place de la TEP dans les tumeurs cérébrales pédiatriques. Et dernier point, j'en ai un peu parlé juste avant, hein, ce serait d'évaluer l'absorption de la 18-fluoroéthyltyrosine, puisqu'encore une fois, ce MRP est en train de faire son arrivée sur le territoire national. Et là, bon, bah, l'idée, ce serait de prendre contact avec les centres concernés parce que cette absorption des MRP, elle est dépendante des méthodes d'injection, donc des équipements utilisés qui ne sont pas tous les mêmes en fonction des services. Et donc, voilà, si déjà des centres ont fait ce travail-là, ben, l'idée serait de leur proposer d'intégrer leurs résultats dans les fiches techniques, en l'occurrence dans la fiche technique de la FET.
Alors ensuite, je reste sur cette thématique de l'étude de l'absorption des traceurs TEP, mais cette fois, je l'élargis à tous les traceurs TEP en neuro, pas que ceux utilisés dans les gliomes pédiatriques. Alors, bon, cette thématique-là, elle a fait l'objet d'une présentation que j'avais trouvée très intéressante au mois de juin à Paris, par quelqu'un de Nancy avec qui j'avais un petit peu échangé suite à sa présentation. Je l'ai contacté là cet été, il ne m'a pas encore répondu, mais disons qu'il avait des résultats intéressants parce qu'il avait étudié en fait l'absorption, pas que des traceurs TEP neuro, hein, il avait fait d'autres MRP, mais il avait une petite partie de ses résultats sur des traceurs neuro et son résultat c'était que finalement il n'y avait pas d'absorption. Donc je ne m'attendais pas à ça, j'avoue. Donc c'est d'autant plus intéressant et j'espère que je pourrai avoir plus d'informations sur le travail qu'il a entrepris. Et donc je profite encore de cette présentation à nouveau pour m'adresser aux autres CT et savoir si de façon générale, est-ce que vous avez déjà évalué l'absorption de traceurs et que dans le travail qui aurait été fait, des traceurs TEP neuro auraient pu être inclus. Voilà, donc si certains ont déjà des données, ils peuvent me contacter. Sinon, nous, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un sondage via la Sopra pour savoir si il existe déjà des données, enfin si d'autres centres, d'autres CT ont déjà des données à ce sujet. Et nous, à notre niveau, au niveau de la CT Neuro, on peut en tout cas on pourrait déjà présenter aussi des résultats d'absorption parce que différents membres de la CT ont des données. C'est juste qu'encore une fois, c'est des données qui sont complètement dépendantes d'une méthode, hein. On ne travaille pas tous de la même façon, mais bon, voilà, ça pourrait être intéressant, comme je le disais, à la fin des fiches techniques, de présenter, je sais pas moi, des pourcentages d'absorption pour telle ou telle méthode de prélèvement et d'injection. Donc j'en arrive à la troisième piste enfin plutôt piste de travail qui est Oncotheriac, puisque moi j'avais bien sûr, j'en avais parlé à tous les membres de la CT, hein, et tout le monde était d'accord pour participer à cette mise à jour des monographies des dossiers du CNIM. J'en étais resté sur l'information que tous les membres de la SOFRA devaient avoir un accès à la licence Theriac. Voilà, je n'en sais pas plus. Juste à ce sujet, hein, Ouais. pour en parler brièvement, moi-même à mon niveau, j'ai pas trop de nouvelles de ce projet. J'ai juste eu, comme tous ceux qui, je pense, sont abonnés au dossier du CNIM ou à Oncotheriac, la notif comme quoi une société avait été montée pour porter encore plus ce projet, on va dire, Oncotheriac et le développer. Mhm. Voilà. Mais du point de vue du radiopharmaceutique, il faudra qu'on pose la question à Nathalie Nathalie, Rizzo-Pagnoin. Voilà. Moi, à mon niveau, j'ai pas plus d'infos que ça, mais effectivement, il avait été demandé à l'époque, en tout cas, que pour tous les membres de la SOFRA, il y a un accès licence. Voilà. Après, la grande question, c'est est-ce que le fait que qu'une société se soit montée ou quoi rebattre les cartes, honnêtement, j'en ai aucune idée. J'ai pas l'info à ce jour, hein. voilà, donc on est en Bérangère, je attente. sais pas, t'as pas eu Non, non d'autres plus. infos de ton Et côté? là, Nathalie essaye de se connecter. Je vais lui envoyer le D'accord. bon lien Zoom. Elle va peut-être nous en donner plus d'informations. Yes, merci. Merci. Voilà, et donc pour finir, on a aussi le projet donc, de développer une thématique plus en lien avec la recherche, puisque là, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des choses plus en lien avec la clinique, la routine, on va dire. Donc là, bien sûr, ça passerait par un premier travail de revue des nouvelles cibles en neuro, hein, diagnostic, et voilà, donc ça, c'est en cours de réflexion. Merci. Merci Joachim. On ne t'entend plus, Philippe. Ah oui, tu as le micro. Voilà. Je parlais dans le vide.
Donc oui, je disais merci beaucoup, Joachim. Et Ben, je puis, vous en prie. voilà, c'était bien représenté. Il y a Nicolas qui nous a rejoint aussi entre-temps. Bonjour Nicolas et bonjour aussi Valérie. Est-ce qu'il y a des questions, des Bonjour. commentaires par rapport Bonjour. à ce que vient de nous présenter Joachim? Non? Alors, sur bon, évidemment, je suis bien intéressé par le quatrième axe recherche. Ouais. Comment vous comptez le mettre en pratique? Comment vous Pour comptez le traiter, l'instant, ce c'est quatrième axe? vraiment, on en est qu'au début de la réflexion. On en a discuté la semaine dernière. Déjà, il faut faire un gros travail de recherche, en fait, hein, Ouais, Bon, personne de la CT ne va à l'EANM, c'est dommage, parce que ça aurait été l'occasion vraiment de faire une prospective, en fait, hein, de voir un peu quelles sont toutes les nouveautés. Donc, il faudra qu'on fasse sans l'EANM et alors, moi j'y vais pas, mais j'ai pris l'accès distanciel, quoi, hein, en ah oui. congé. Donc, j'essaierai de me réserver quelques slots pour pouvoir visionner ça. Sinon, c'est vrai, je suis en train d'y penser maintenant, mais il y a aussi les conférences Brain Imaging là, qui se font toujours. Je sais pas, je sais plus où c'est cette année là, mais de neuroimagerie clinique. Euh, en fait, enfin, c'est un truc satellite de l'ENM qui se fait tous les ans, mais D'accord. qui est complètement spécialisé pour la neuro en fait. L'an dernier, c'était en Suisse, c'était à Lausanne, je crois, ou à Genève. Ok, ok. Et non, après, est-ce qu'un moyen de traiter cet axe-là, ce serait pas une possibilité en confiant, bon, même si c'est un sujet plus bibliographique, à moins que dans vos unités de recherche, vous travaillez expressément de près ou de loin ce Alors, sujet, mais tu vois, de confier à un interne, voire un interne en M2 ou quoi, une petite revue biblio ouais. actualisée et voilà, qui soit soumise régulièrement, une petite revue de presse du sujet, quoi. Mhm. Ouais, après, au niveau de la commission thématique, il y a quand même, enfin, il y a tout ce qui est neuroinflammation avec le DPA 714. Là, bon, il y a Mhm. Sylvain notamment qui travaille là-dessus. Mais bon, c'est un traceur parmi d'autres, hein, donc, Travailler là-dessus. pardon? Je dis travailler Ah, là-dessus. d'accord. Ok, très bien. D'autres questions, remarques? Je vois qu'une Pauline nous a rejoint. Bonjour Pauline. Je ne sais pas qui est Pauline d'ailleurs, mais bienvenue Pauline. Sharazad, on te passe le Allez, micro. à mon tour. Alors, Là, pendant que tu mets ton diaporama. Pour ce qui est du contact des autres centres, Joachim, pour l'absorption, moi je pense, voilà, faut pas se limiter aux seuls membres des commissions thématiques. Effectivement, pour brosser large, on peut faire ouais, sans âge pour tout le monde. un appel, voilà, un appel plus large à tous les membres de la SOFRA pour qu'ils contribuent sur le sujet hein, de l'absorption. D'accord. Hein. Je pense que ça sera le plus efficace et Ok. peut-être le plus rapide. Hein. Bon, Très bien. allez. C'est mon tour. Je vais vous Nous présenter t'écoutons. ce qu'on a fait au niveau de la commission thématique contrôle qualité. Donc, j'en profite ce jour pour vous présenter les deux outils qu'on vient de mettre en ligne donc, sur le site. Donc, il faut être juste à jour de ces cotisations, sinon vous ne pouvez pas les voir. Mais sinon, vous allez dans le groupe thématique et dans le thématique contrôle qualité, vous avez un sous-dossier qui s'appelle outils. On a mis ces deux outils. Donc, je vais vous les présenter. Je les avais présentés au rendez-vous de la SOFRA, mais pour ceux qui n'étaient pas. Donc, le premier, c'est un outil qui constitue une base de données de chromatographie sur couche mince. Donc, ce qu'on a fait, c'est les membres du CT ont tous contribué. On a tous colligé en fait tous les essais qu'on a pu effectuer. Donc, il y a, je crois, 171 essais pour l'instant. Donc, c'est un outil qui
qui a vocation de vivre et de s'implémenter durant les années. L'idée, c'est qu'on vous a tout mis, c'est-à-dire les essais qui ont fonctionné, mais les essais qui n'ont pas fonctionné également, hein, comme dirait quelqu'un que je connais, un résultat négatif reste un résultat, d'autant quand on veut mettre au point une nouvelle méthode, c'est toujours sympa de voir déjà ce qui ne fonctionne pas, hein, pour se relancer là-dedans. Donc ça se présente sous un forme, alors vous allez voir, il y a un lien, donc vous ne pouvez pas télécharger l'outil, hein, il sera visible uniquement en ligne sur le site. Tout simplement parce que ça me permet d'avoir accès, de le mettre à jour régulièrement. Donc ça se présente, il y a un onglet qui est un tableau croisé dynamique. L'idée, c'est que vous allez pouvoir sélectionner les colonnes. Donc vous sélectionnez tout ce qui vous intéresse, les solvants que vous avez, la phase stationnaire que vous avez, donc les papiers chromato que vous avez, et il va vous proposer tous les essais qui ont déjà été faits, en tout cas par le groupe CT. Et on a rajouté une colonne score. Donc ce score-là, vous verrez, hein, sur l'outil est présenté aussi comment on a décidé de scorer les CCM. On a pris plein de facteurs, le temps, la toxicité des solvants, etc., etc. On a constitué un solvant. L'idée, c'est de pouvoir choisir aussi, parce qu'il y en a pas mal en fait d'essais, et au final, pourquoi une technique plus que l'autre, et ben on le voit, il y a des scores quand même, donc on a plutôt intérêt à taper dans les scores les plus hauts, c'est-à-dire que c'est les plus reproductibles, les moins sensibles à certains facteurs, comme par exemple le séchage, etc. Donc tout ça, ça rentre en compte. Ce score-là, il a aussi la particularité, c'est que si jamais vous prenez 2 CCM qui ne met pas en évidence les mêmes impuretés, vous pouvez additionner les scores. Donc voilà, si je fais 80 mais que j'additionne 47 et une autre qui fait 40, mais peut-être que le score total de cette double CCM sera meilleur qu'une seule CCM. Donc on l'a voulu comme ça, ce score-là, on peut l'additionner si on ne présente pas les mêmes impuretés. Là, sur la colonne validation, quand il y a oui, c'est qu'on l'a validé, c'est-à-dire qu'on a testé sur du long terme, on a vu que c'était robuste. Quand c'est un non, c'est qu'on a testé, on a vu qu'il y avait quelque chose qui clochait, donc on ne l'a pas validé. Et si vous voyez écrit NC, c'est non confirmé, c'est qu'il n'y a que quelques essais qui ont été faits, on n'est pas allé jusqu'à l'étape de validation complète. Donc ça peut vous donner une piste, mais charge à vous quand même de le vérifier dans vos centres. Alors, on va essayer d'y aller directement. Alors, je suis obligée de faire ça parce que le lien ne fonctionne pas. Et je vais y aller, on va y aller ensemble, comme ça sera plus parlant. Donc voilà, l'outil est ici. On voit ici, alors pour l'utilisation, ce qui est plus simple, c'est d'utiliser un filtre. Alors, pardon, c'est pas ça. Ici, il y a un filtre conseillé. Vous cliquez là-dessus. C'est plus facile pour trier et utiliser les fonctions de tri. Donc ici, je vous ai dit, on peut effacer, je choisis que le Ceretec, ok. Ah ben là, moi j'ai pas de papier 17, j'ai que de l'ITL-CSG. Bon, je peux également filtrer ici. Donc je vais tout effacer. Bon là, je vais mettre ITLC plaque. Alors attention, on a mis plaque et bandelette, hein. Au final, ça devrait être la même chose, mais on est tous partis avec les papiers qu'on utilisait. Et là, c'est pareil, si je n'ai pas tous les solvants, je peux aussi sélectionner les solvants et il me montre uniquement les méthodes que je peux faire avec, en tout cas, le matériel que j'ai. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez ou non les filtres. Donc ça, c'est le premier onglet. Il y a un onglet à côté qui est la base de données. C'est à partir de là que se nourrit le tableau croisé dynamique. Il y a quelques infos qui n'apparaissent pas sur le tableau croisé dynamique, notamment l'établissement qui l'a testé. Ça peut être utile si vous avez des questions. Après, vous pouvez joindre l'établissement. Il y a aussi la marque du papier utilisé, les références, etc., etc. Donc, vous pouvez aller jeter aussi un coup d'œil. Toutes les colonnes se trient aussi. Là, on vous a mis un onglet qu'on appelle les meilleures méthodes validées. Donc, on a sélectionné grâce au score les meilleures méthodes. Donc, voilà, c'est juste pour avoir une idée pour l'instant du classement, sachant qu'il y a certaines méthodes qui ont de meilleurs scores, mais qu'on n'a pas validées, qu'on n'a pas fait apparaître. L'idée, c'est qu'on puisse valider, le groupe CT puisse valider un peu toutes les meilleures méthodes. Donc, pour l'instant, c'est pareil, elles sont là, on les mettra à jour régulièrement. Et là, vous avez un petit onglet score qui permet de vraiment, si vous voulez connaître le détail des scores, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus. Donc ça, c'est pour le premier outil. Hop. Donc n'hésitez pas, l'idée c'est vraiment ça doit être vivant. Aujourd'hui, ça se nourrit essentiellement des données du groupe CT, mais n'hésitez pas, si vous avez une CCM que vous avez testée qui fonctionne et qui n'apparaît pas sur l'outil, il faut nous contacter, l'envoyer et on le met à jour. L'idée, c'est que plus on va être participatif, plus l'outil va être vraiment une aide précieuse pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez des méthodes qui n'apparaissent pas, on les rajoute, ce n'est pas un problème.
Le second outil, c'est sur la validation d'une nouvelle méthode, parce que justement, on s'est rendu compte lors d'un sondage que la validation, elle n'est pas identique pour tout le monde. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler sur une méthodologie de validation qu'on est censé vous présenter dans le futur guide qu'on est censé rédiger. Et en attendant, on a fait aussi un outil qui permet de tracer et de valider plus rapidement des méthodes. Donc ici, il ressemble à ça. On voit sur une fiche lambda, on peut écrire le nom, le descriptif de la méthode. On a un critère spécificité, on rentre des choses et les critères sont déjà rentrés. On voit déjà si ça passe vert, rouge, c'est conforme, pas conforme. La répétabilité, idem, on va faire 6 fois et on voit si c'est conforme, pas conforme, etc. Donc en fait, ça permet de très rapidement, on rentre les données et on voit ce qui cloche pas. Et à la fin, on a une conclusion finale. On a réussi à passer la spécificité, la répétabilité, la fidélité intermédiaire, la justesse. OK, on a validé, elle est bonne notre méthodologie, on peut avancer. Donc évidemment, cet outil, il peut s'utiliser que si on a la méthodologie à appliquer. Alors la méthodologie, comme je vous l'ai dit, on a travaillé dessus, on a essayé de s'inspirer de choses qui existent, donc le guide de ANM, la pharmacopée. Voilà, on a essayé de le simplifier au maximum pour que ça prenne le moins de temps possible, mais pour autant, ça prend du temps, il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est pareil, c'est pour ça qu'on se dit, si on arrive à tous travailler de la même manière et si un site le valide sur un papier donné, des conditions données, on peut considérer que ce sera pareil pour tout le monde et on s'évite de faire ce travail qui est quand même chronophage. Donc, on a gardé, on a fait la spécificité. La spécificité consiste à vérifier que les RF du MRP et des impuretés, la résolution soit assez bonne pour les séparer. Donc, l'impureté, ça peut être le technétium oxydé, le technétium réduit, mais ça peut être aussi d'autres impuretés, comme je vous l'avais déjà présenté. Le critère de validation, c'est une résolution qui est au moins supérieure à 1 et dans l'idéal à 1,5. Donc, ça, c'est pas compliqué, hein. On prend chaque espèce, on voit quelle est la RF. Et si c'est 0 et 1, c'est facile, mais si c'est 0 et 0,3, il faut voir que la résolution soit au moins supérieure à 1. Pour toutes les autres impuretés, je vous ai mis juste un petit tableau qui peut être utile, c'est qu'il n'y a pas que le technétium libre, hein. On a d'autres impuretés, comme vous le voyez sur le tableau. Je vous ai mis un peu les articles sur lesquels on voit le mode opératoire pour les fabriquer. Donc, et pareil, pour vous faire gagner du temps, on vous fait bénéficier sur l'outil. Il y a un onglet qui s'appelle Impureté, où il y a les essais aussi qui ont été faits, alors beaucoup à l'hôpital d'Aix, sur des essais d'impureté. Donc, vous verrez, il y a le technétium libre, le technétium réduit avec du chlorure d'étain, mais j'ai essayé de faire aussi le glucose technétié. Donc, j'ai fait plein de tests et je vous les mets à disposition. Ça peut être utile et faire gagner du temps sur la spécificité. Ensuite, on a mis la répétabilité, la justesse, la fidélité intermédiaire. Donc, la répétabilité, c'est le même opérateur qui refait 6 fois la même CCM. Après, il y a la fidélité intermédiaire, c'est qu'on va tester 3 fois par 2 opérateurs différents. Et puis, la justesse, c'est quand on compare à une méthode de référence. Donc, et là, partout, on a essayé de trouver des critères qui fonctionnaient. Donc, on a souvent changé les critères. On est parti sur certains critères. On a vu que ça ne fonctionnait pas tout le temps. Donc, on a essayé d'établir les critères au plus juste. Alors, encore une fois, il vient de démarrer, donc n'hésitez pas à faire des retours vers nous si vous trouvez qu'il y a des choses aberrantes. Il peut s'améliorer, notamment sur les critères, on n'est pas contre. Et puis après, il y a la robustesse. La robustesse, c'est essayer de mettre en évidence s'il y a des facteurs qui peuvent influencer en fait les critères. Alors, les principaux facteurs, c'est des séchages de dépôt. Donc, on va faire 2 CCM en parallèle en ne séchant pas. Il y a aussi le volume déposé. Donc, on fait pareil, 2 en parallèle, 1 microlitre et 10 microlitres. Et il y a le temps de migration, on va faire des temps de migration différents et on voit si on retombe sur quelque chose de cohérent ou pas. Alors la robustesse, même si vous ne validez pas, ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien valider votre méthode, mais avoir une robustesse qui n'est pas conforme à chaque fois. C'est juste qu'on a en tête que pour cette chromato, le séchage, il est primordial ou il ne l'est pas, au contraire, il ne faut pas sécher. Et ça doit bien apparaître sur votre mode opératoire et surtout être bien transmis lors des formations. Et ça permet de le mettre en évidence, en fait, pour éviter ces soucis de non-reproductibilité, justement. Donc, l'idée, c'est, comme je vous le disais, c'est travailler sur la validation de toutes les meilleures méthodes, celles qui ont un meilleur score. Donc, quand il n'y a pas déjà d'article existant là-dessus, évidemment, donc il y en a quand même pas mal. Donc, on s'est partagé le travail dans le groupe CT, donc on va travailler là-dessus. L'idée aussi, c'est de pouvoir proposer ces meilleures méthodes quand on va mettre à jour le CNIM. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est censé vivre, donc on compte sur vous pour le faire vivre. Et puis, on a aussi une autre étude qui est en cours sur la pureté radionucléidique des ELUA. Donc,
ça, on voulait quand même mettre en évidence, enfin, en tout cas, essayer de savoir si les méthodes proposées pour faire la PRM, finalement, elles sont sensibles ou pas. Est-ce qu'on arrive finalement avec nos méthodologies à vraiment voir 0,1% d'impureté? C'est la vraie grande question. Donc, on a beaucoup bossé là-dessus. Et voilà, on espère pouvoir sortir quelque chose. Donc, c'est pas évident parce qu'on a voulu obtenir du molybdène, mais c'est vraiment pas évident. Mais bon, on perd pas espoir, on essaie quand même. Et puis après, on a toujours ce projet de rédaction du guide qui avance lentement, mais qui, j'espère, avancera plus vite sur les prochains mois. Voilà, mais si vous avez des questions... Hop, j'ai arrêté le partage, ça fonctionne ou pas? Le partage est arrêté, mais Ah ouais, c'est bon. nous allons bien tout écouter. Merci beaucoup, Shahrazad. De rien. Qui aurait des questions sur ces outils? Non, moi je voulais juste intervenir pour dire qu'on a, comme mon collègue Mathieu Gallet était dans le groupe de travail, là on est en train d'utiliser l'outil justement pour valider une méthode de sécu. Donc si on a des choses à faire remonter, on vous le dira et puis on mettra bien sûr la méthode dans le tableau. Mais en tout cas, merci pour cet outil. Ça permet de faire des choses un peu plus carrées plutôt que de faire 2 CCM comme ça et de se dire ah c'est bon, ma méthode fonctionne. Ça donne une vraie méthodologie. Très bien. D'ailleurs, je vous enverrai le dernier parce que c'est pas le dernier mis à jour. Donc je vous Celui qui est l'enverrai. sur le site, c'est le dernier? Non, c'est pas le Ah, dernier mis à jour. Ouais. Parce que moi, je l'ai testé pendant l'été. Je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui clochaient, donc je l'ai remodifié. Mais bon, ok. on est censé avoir une réunion demain, donc je transmettrai à tous et je mettrai sur le lien le dernier. Celui qui est mis par contre sur le site est le dernier. Hein. Ah oui, Donc, c'est bon, je viens de le trouver du coup. Voilà. On va tout rentrer là-dessus. Super. Merci beaucoup pour votre collaboration. Ça va nous aider. Un gros boulot, puis il y a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de monde, évidemment, qui y contribue. Et Shahrazad, est-ce que vous pensez également le faire pour l'HPLC ou pour l'instant ça reste en CCM? Alors, pour l'instant, ça reste CCM. On est parti peut-être aussi on aimerait bien faire l'équivalent pour le gallium 68. Mais c'est vrai qu'on n'est pas parti sur l'HPLC parce que l'HPLC, il existe quand même beaucoup de choses. Notamment, c'est assez quand même carré l'HPLC. On sait comment valider une méthode. Je pense que ça pose moins de questions que... Après, est-ce que tu parles du deuxième outil validation ou le premier outil pour les méthodologies peut-être? Au départ, je pensais à la validation, mais c'est voilà. vrai qu'on peut. Pour moi, la validation, elle est plus carrée pour les HPLC, donc ça me semble moins utile, puisqu'il existe plein de guides et que c'est assez bien fait. De toute façon, l'HPLC, c'est commun. Personne n'a fait de l'HPLC sans avoir validé avant. Enfin, je veux dire, c'est assez bien carré là-dessus, contrairement à les TLC tout court. Par contre, pourquoi pas faire des méthodologies pour d'autres, par contre, plutôt pour l'outil, trouver une méthodologie sur HPLC pour tel produit, pourquoi pas. On y pensait en tout cas pour le gallium, je trouve que ça s'y prête bien, de mettre toutes les méthodes qui peuvent exister pour effectivement les marquages au gallium. Et ça, c'est Judith qui va beaucoup nous aider, parce que c'est elle qui fait beaucoup de gallium, moi j'en fais pas encore. C'est ça. Marseille, vous en faites aussi, donc ça peut être pas mal. Ouais, puis finalement, ce serait aussi après on s'en beaucoup tient aux méthodes classiques. Et beaucoup sur des molécules encore en recherche peut-être. Ouais, oui, voilà, ça pourrait être intéressant. Mais bon, j'avoue qu'on n'arrive pas, enfin comme je dis, il faut qu'on soit monotâche, qu'on arrive déjà à gérer le technicier. Après, quand on aura géré le technicier, ce sera plus facile d'ailleurs de faire le reste, je pense. C'est le plus gros morceau. Exactement, je suis bien d'accord. D'autres remarques ou questions à ce sujet? J'ai une petite question, Shahrazad, tu parlais là pour la pureté radionucléidique de difficultés pour vous procurer du molybdène. Oui, en fait, on s'était mis. Alors, on avait contacté la SN qui était plutôt assez content qu'on s'y intéresse. Parce que, bon, je sais pas pour ceux qui sont au courant, mais en Afrique du Nord, ils ont eu un souci avec un générateur. Eux, ils ont détecté à leur dire du molybdène. Ils ont contacté les instances françaises, puisque c'était des générateurs français, et ils voulaient savoir comment c'était possible. Mais la SN ne pouvait pas répondre, donc ils étaient un peu contents qu'on s'y intéresse. Donc, ils nous ont plutôt encouragés à le faire. Donc, on a fait les démarches auprès de Curium. Curium s'est démené pour nous dire, parce qu'apparemment, c'est très compliqué de faire sortir du molybdène, notamment de l'exporter. Mais ils ont quand même trouvé solution. Et là, la SN dit qu'en gros, il faut que le
le centre qui reçoit du molybdène doit refaire carrément un dossier d'autorisation complet parce qu'il reçoit du molybdène. Et là, on a dit stop. Stop parce que c'est trop de boulot et que quelle direction va vouloir jouer le jeu, va falloir faire travailler les physiciens, les PCR pour un truc. Enfin, on n'a pas compris du molybdène, il y en a dans les générateurs et j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été, comment dire, ils nous ont pas soutenus jusqu'au bout. Donc là, c'était un petit peu, enfin franchement, on était un peu dégoûtés. On avait travaillé longtemps dessus, quand même, ils avaient fait vraiment le taf, ils avaient essayé de trouver des solutions. Ça s'est pas fait comme ça, donc on essaie une solution bis avec Judith Delage qui peut-être a une méthodologie pour essayer de, bon, je sais pas si je peux le dire, mais relarguer en fait du molybdène à partir d'un générateur et son activimètre serait capable, parce que le problème c'est avoir du molybdène c'est une chose, mais pouvoir le quantifier c'en est une autre. Un activimètre calibré au molybdène on n'en a pas, et apparemment en Suisse ils en ont. Donc notre seconde piste ce serait de faire ça, réussir à faire relarguer du molybdène d'un générateur. Et après, sur des quantités connues, voir si on est sensible. Parce qu'en fait, pour vous dire honnêtement, quand on a travaillé sur les radiochromatographes, les mecs qui font ça, ils rigolent, hein, ils pensent que 0,1%, on est incapable de le voir. Quoi. Pour eux, c'est des sensibilités qu'on n'a pas. Donc, par spectrométrie, ce serait pas possible, mais j'y crois encore moins sur les pots plombés. Donc, nous, l'idée, c'est savoir qu'est-ce qu'on est capable de mesurer, finalement. On rend des résultats en disant qu'on assure que c'est à 99,9, mais on n'en est pas capable. Donc, en tout cas, pas avec un spectro et pas avec, en tout cas, méthode pot plombée. Peut-être avec un compteur ou je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de savoir quelle est la sensibilité de ces méthodes-là. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi qu'on fait tous très différemment les PRN. Et que ça aussi, ce serait intéressant de reprendre d'un site à l'autre. C'est vraiment pas la même chose. Donc, je pense qu'on n'est pas carré. On nous demande de vérifier quelque chose, mais finalement, on ne sait pas si on sait le vérifier. Donc, bon. Voilà, c'était le travail qu'on voulait faire. Mais... Après, en général, on utilise l'outil de l'activimètre, du coup, c'est vrai qu'on ne se pose pas trop de questions, quoi. Bah, je pense que s'il y en a 10%, on le verrait certainement. Mais c'est vrai que s'il y en a 1%, je ne suis pas sûre qu'on puisse le voir. La question, en fait, en tout cas, on voudrait répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on est capable de faire et quelle sensibilité par méthode? Et que nous, en tant que pharmaciens, on réponde à ce qu'on peut en fonction de la technique qu'on passe. Si on peut voir que minimum 5%, ben on répond qu'il y a 95% minimum de pureté radionucléique. C'est juste répondre... voilà, savoir quelle est la sensibilité de chaque méthode et savoir qu'est-ce qu'on est capable de dire et de garantir surtout en fait. Par méthode et par équipement, hein, du coup, parce qu'un équipement. Par méthode et par équipement, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu le travail qu'on espère réaliser, entre autres. Super, bah, 2 belles commissions thématiques là cet après-midi. Merci à vous de nous avoir tenu informés de vos avancées. Et bon, visiblement, je ne sais pas, Bérangère, Nathalie n'a pas réussi à se connecter. Ah non, j'ai envoyé 2 mails, mais elle ne m'a pas répondu. Bon. Dès qu'on a plus de news au sujet du Thériac radiopharmaceutique, évidemment, Ouais. on les fait passer. Et puis voilà, si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques. Merci encore à tous les deux. Ben, merci à J'arrête toi. l'enregistrement.